Le débat de ce Smart Impact avec Georges Badevant, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Captain Cause, à vos côtés Margot de Bézieux, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, vous êtes la directrice de l'association Les Enfants de la Balle. C'est le début d'un partenariat, parce que vous allez venir nous voir ou nous envoyer des invités et des associations une fois par mois. Et je voudrais pour commencer évidemment que vous nous présentiez Captain Cause, c'est quoi ? Oui, alors une entreprise ? C'est une entreprise. Ouais. Captain Cause, c'est un pont entre les entreprises et le monde associatif. Ce qu'on permet, c'est qu'on déploie une plateforme qui permet aux grandes marques de mieux fidéliser et réengager leurs clients, leurs collaborateurs avec du sens. Et donc, alors ça, c'est une présentation très générale, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Notre produit, c'est le DIFT. Le DIFT, c'est un don plus un gift. C'est une récompense solidaire qu'une marque va pouvoir offrir à ses clients, à ses collaborateurs, pour les remercier, les récompenser, et chaque client va ensuite pouvoir distribuer son DIFT à la cause de son choix. Et donc c'est une manière de soutenir des causes pour les marques, tout en engageant leur communauté. Donc vos clients, ce sont des entreprises, des marques, des grandes entreprises, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Alors nos partenaires types, ce sont des grands groupes qui ont des grands programmes de fidélité et qui souhaitent par là réengager leur communauté de clients, mais aussi parfois leurs collaborateurs. Donc on a des acteurs comme Accor, comme Française des Jeux, comme Carrefour, avec qui on travaille. On va découvrir, Margot de Bézieux, Les Enfants de la Balle, l'association que vous dirigez. C'est quoi ? Les Enfants de la Balle, c'est une association qui existe depuis 7 ans, qui est à l'origine dans le Nord, qui vient de Lille. Et on a pour mission d'accompagner les clubs sportifs à inclure des enfants en situation de handicap, des enfants à besoins particuliers, grâce à une solution clé en main qu'on a mis en place, un accompagnement de proximité et surtout un bénévole aidant de vie sportive qu'on va former, qu'on va suivre. Et en fait, on a un rôle de facilitateur dans l'inclusion. On va permettre à tout club, à toute famille de trouver son sport près de chez lui. Alors, on va évidemment parler des Jeux paralympiques dans un instant, mais c'est quel type de difficulté pour ces enfants ou de handicap ? C'est très varié, ça peut être du handicap physique, des enfants en fauteuil, du handicap mental. À quel type d'enfants vous vous adressez ? Alors, on s'adresse principalement à des enfants avec un trouble du neurodéveloppement. Donc, ça va être tout ce qui est trouble autistique, trisomie 21. Ça va être aussi l'hyperactivité, la dyslexie, la dysorthographie. Mais après, donc ça, c'est notre public majoritaire qu'on accompagne aujourd'hui. On accompagne 240 enfants en inclusion. Mais on est ouvert à tout type de handicap. On est prêt à s'adapter, on est prêt à faire en sorte que l'inclusion fonctionne. Et en fait, c'est les clubs aussi. Nous, on est là pour accompagner les clubs, accompagner les aidants. Et ça sera, on fait beaucoup de cas par cas. On est très agile. Et on aide pour que tout le monde trouve son sport. Oui, parce que c'est vraiment un outil, un levier d'épanouissement et de développement. Comment vous aidez avec Captain Cause les enfants de la balle ? Alors, nous, notre métier chez Captain Cause, c'est de débloquer des nouveaux budgets de financement pour des associations comme les Enfants de la Balle. Et donc, concrètement, c'est une belle histoire qu'on a commencé à écrire avec les Enfants de la Balle depuis le début de l'année 2024. Les Enfants de la Balle a été sélectionné parmi le catalogue Captain Cause. C'est un catalogue qui rassemble une centaine de pépites associatives, des associations d'intérêt général sur tous les grands sujets de transition. Comment vous les choisissez ? Alors, c'est un grand travail. Il y a beaucoup d'associations en France. C'est clair, alors, il y en a plus d'1 million en France et donc nous ça fait partie de notre travail de tiers de confiance. On a toute une équipe en interne qui fait ce travail de sélection. On a eu plus de 1000 projets candidats où qu'on est allé chercher et on en a sélectionné un peu moins de 10% sur des critères. Nous on recherche des projets innovants et dynamiques sur la transition, sur tous les thèmes de la transition écologique et solidaire. Et donc, on les sélectionne avec tout un processus interne et également un comité d'impact qui nous aide à les filtrer. Alors, pour bien comprendre, est-ce que ça veut dire qu'il y a une des entreprises qui sont vos clients ou clientes qui aident directement les enfants de la balle ? Est-ce que c'est aussi fléché que ça ? Alors, comment ça fonctionne ? On va avoir, en fait, tout part d'un problème que rencontrent aujourd'hui les grands groupes, c'est qu'ils ne savent pas forcément comment bien réengager leur communauté de clients, de collaborateurs. On est dans un monde où c'est extrêmement difficile d'avoir leur attention et de savoir comment leur adresser les bons messages. Et donc, nous, on pense que ces communautés-là, elles attendent que les grands groupes apportent des preuves de leur engagement encore plus claires. Et donc, l'idée, c'est de créer des temps forts solidaires où une entreprise, par exemple en l'occurrence c'est Carrefour qui cet été a soutenu à hauteur de 100 000 euros 6 associations dans le handicap et le sport et qui a distribué à chacun de ses collaborateurs un DIFT
qu'il a ensuite pu distribuer à l'une des 6 associations au choix, et notamment les Enfants de la Balle, qui est arrivé en tête d'ailleurs des choix des milliers de collaborateurs Carrefour. Donc c'est vraiment ce type de mécanique de mécénat participatif qu'on met en œuvre. Alors évidemment, on était en pleine période olympique en France, Jeux olympiques puis Jeux paralympiques. Les paras qui ont été un grand succès, plus de 2 millions et demi de tickets vendus, des stades pleins, des sportifs qui ont été célébrés d'ailleurs avec les Valides le 14 septembre au pied de l'Arc de Triomphe, et c'était super de finalement que tout le monde soit mélangé comme si rien n'était. Est-ce que vous voyez déjà l'impact sur votre activité? Est-ce qu'il y a un effet? Parce que c'est très récent la fin des Jeux. Est-ce qu'il y a un effet déjà? C'est plus un effet, c'est une boule de neige. Ah oui. C'est une avalanche même. C'est impressionnant, quoi. C'est très impressionnant parce que c'est l'année où on a la plus grosse demande de la part des familles. Là, on est à plus de 50 demandes pour mettre leurs enfants en inclusion avec des enfants dits ordinaires dans les clubs de sport. Donc c'est beaucoup de travail derrière, c'est aller trouver des nouveaux clubs, des nouveaux partenaires, trouver des aidants. Donc on a vraiment cet effet boule de neige, et surtout on a aussi des clubs qui sont davantage prêts à inclure le handicap, qui sont courants, qui sont prêts là-dedans. Et je pense que grâce aux Jeux paralympiques, les familles se sont vraiment rendues compte que leur enfant pouvait faire du sport, était en capacité de faire du sport. Et donc c'est vrai que là, toutes les familles, il y a encore quelques mois, on se disait, il fallait aller chercher les familles, les convaincre que leur enfant était en capacité de faire du sport, que tout était mis en place, que vraiment ils étaient accompagnés, qu'ils avaient un référent au sein du club pour eux, vraiment. Là où il n'y a plus cette question-là, quoi. Les familles se disent vraiment, mon enfant peut faire du sport, il est capable de faire du sport. Alors, il y avait peut-être un double frein. Il y avait le frein des familles qui n'osaient pas ou qui disaient c'est pas pour nous, etc. Et puis, vous l'avez un peu évoqué, le frein des clubs sportifs qui se disaient oulala, comment on va faire? On n'est pas équipé pour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a eu un déclic Jeux paralympiques. Vous l'avez ressenti. La question, c'est comment on fait en sorte que ce soit pas une parenthèse enchantée et que ça dure le plus longtemps possible. Votre avis là-dessus? Nous, on fait en sorte. C'est votre job, quoi. C'est ça, c'est notre job. Que ça dure et qu'il y a un héritage qui reste là-dedans. Ouais. Et vraiment, moi, ça me tient à cœur. Parce que moi, il faut qu'il y ait un héritage derrière. Nous, c'est notre métier depuis 7 ans, même depuis plus de 3 ans maintenant, avec ce projet sport inclusif qu'on a monté de A à Z, qu'on est vraiment processisé, qu'on a construit. Et on est vraiment là au cœur à cœur avec les clubs. Les clubs, depuis 2 ans, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivaient, ils étaient déjà plus ouverts sur le handicap. Ils avaient cette connaissance, en tout cas. Ils étaient plus déjà ouverts. Mais depuis quelques mois, c'est même plus un sujet dans les clubs, en fait. Ils savent qu'ils doivent inclure. C'est devenu une de leurs valeurs, un de leurs objectifs. Quelques chiffres sur le mécénat d'entreprise en France. C'est le baromètre du mécénat qui nous donne ces chiffres qui datent de 2022. Ils ne sont pas très récents. 9% des entreprises mécènes en France. C'est un chiffre stable, c'est un chiffre. Alors, c'est pas une colle. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, Georges Badement. Mais ça progresse, c'est stable. Ça progresse. Ce mécénat d'entreprise. Alors ça progresse notamment chez les petites et moyennes entreprises et aussi les entreprises intermédiaires. En fait, tous les grands groupes font déjà du mécénat, mais à l'échelle du tissu économique français, il n'y a que une ETI sur 4 et 5% des PME qui font du mécénat. Parce qu'elles ne savent pas comment faire? Parce que c'est compliqué de savoir quelles associations choisir, parce que c'est pas encore dans la culture française de forcément le faire, parce que l'administratif, le juridique, le fiscal fait peur également, et parce que on ne trouve pas forcément toujours les budgets. Alors nous, c'est tous ces freins qu'on essaye de lever. On va chercher les budgets dans des poches de marketing et de communication. En fait, on s'attaque nous au gaspillage marketing qui est parfois fait, avec les goodies, parfois des codes promo ou des avantages clients un peu inutiles. On a tous déjà reçu un tote bag de trop ou une trousse de maquillage en plus au bout de 50 € chez tel ou tel retailer. Là, beaucoup des clients disent c'est trop, et finalement ça débloque des nouvelles poches de dons qu'il est possible d'offrir à ce moment-là. Donc le mécénat va peu à peu se développer grâce à ces opportunités finalement de nouvelles poches. Votre modèle, on est vraiment sur le secteur de la grande distribution, le retail exclusivement, ou il peut se développer et se dupliquer ailleurs? Alors aujourd'hui, on a aussi bien des cabinets d'avocats ou des structures financières qui au moment des cadeaux de fin d'année se disent est-ce que je vais vraiment offrir une 14e bouteille de champagne à mes partenaires qui ne vont même plus trop savoir qui me l'ont envoyé. Donc on s'adresse aussi bien à des entreprises B2B qui ont des partenaires importants qu'elles ont envie de remercier, que
à des grandes enseignes, grand public, grande distribution, monde de l'hospitalité, etc. Ouais. Alors, ce n'est pas dans votre modèle, je crois, hein, mais le mécénat de compétences, est-ce que ça pourrait, est-ce que ça pourrait être complémentaire de ce que vous faites, vous? Oui, carrément. Alors, en fait, nous, ce qu'on voit, on crée ce nouveau pont entre les entreprises et les assos, et en fait, ça fait découvrir beaucoup de nouvelles solutions. Alors, Margot disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un héritage. C'est un effet de levier qu'on arrive à créer parce que, par la magie du DIFT, des milliers de collaborateurs, de clients découvrent ces solutions. Je crois que c'est une énorme antidote à l'éco-anxiété ou à l'inaction. On découvre tous ces solutions. Et alors, partant, ça crée plein de conséquences positives. Certains ont envie de continuer à les soutenir financièrement. Certains se rendent compte, tiens, moi, je connais des enfants en situation de handicap qui aimeraient faire du sport. Contactons cette association, et d'autres se diraient, dans le cadre de mon métier, est-ce que je pourrais intégrer du mécénat de compétences, que ce soit en fin de carrière ou de manière récurrente, et tout ça, c'est ce qu'on arrive à créer. Ouais. Et même certains sont devenus bénévoles derrière et ils ont donné aussi des contacts de clubs en disant mais en fait je connais un club, mon enfant est dans un club, moi-même je suis dans un club. Et du coup, derrière, ça ne fait que des petits, en fait. Ça crée que du lien. Est-ce qu'il y a une question de professionnalisation de l'association? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on crée une association, vous, c'était il y a 7 ans, c'est ça? C'est super, on porte une cause, et puis à un moment, on se heurte à des difficultés administratives, etc., etc. Est-ce que vous ressentez ce besoin? Oui, on l'a ressenti il y a 3 ans, ce besoin de professionnaliser l'association. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'origine, l'association elle a été créée à la base d'un club qui a inclus des enfants en toute normalité, grâce à notre fondateur et son petit-fils, en fait, qui est en situation de handicap, Lucien. Mais derrière, les clubs voulaient venir. Et vous ne savez pas comment faire non plus. Ils disaient, moi aussi, j'ai des enfants en situation de handicap dans mon club, mais je ne sais pas comment faire. Et derrière, du coup, nous, on a précisé toute notre méthode, que ça se passe par la formation, par la communication, par comment on recrute un bénévole aidant, comment on le forme, comment on le suit. Donc, on a vraiment professionnalisé tout ça. Et on y travaille encore tous les jours. En fait, j'adore l'amélioration continue. Et on y continue vraiment tous les jours parce que chaque expérience est une nouvelle expérience. Chaque enfant est différent. Et en fait, on apprend d'eux surtout. On invente des nouvelles méthodes. On s'entoure d'experts autour du handicap, d'autres associations. On fait beaucoup de réseaux pour travailler ensemble parce que c'est ensemble qu'on va plus loin avec les enfants. Un enfant, c'est tout un village pour l'aider, pour l'éduquer, pour l'inclure. Et on a vraiment ça au cœur de l'association, c'est pouvoir aider tous les enfants et permettre à chacun de vivre ensemble parce que c'est bénéfique pour les enfants en situation de handicap, pour les enfants. Mais aussi pour ceux qui aident. Exactement. Évidemment. Et pour les autres enfants. Ouais. Et même les coachs. Nous, on a des coachs et souvent, ils ont les larmes aux yeux dès qu'ils en parlent parce que ça touche, ça impacte. Et même moi, j'ai fait aidant pendant 2 ans en plus de mon travail. C'est magique, quoi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À très bientôt. Donc, dans ce Smart Impact, une fois par mois, on va accueillir une des associations que vous aidez avec Captain Cause. La rubrique Startup, tout de suite.